Bienvenue les amis dans l'épisode 101 du Sad Ben Show, toujours avec mon partenaire Adam. Toujours quelque part. Yes, en direct, toujours de Marrakech, on est toujours à Marrakech, enfin on n'est pas en direct. Je pense que ce nouveau chapitre du podcast sera moins direct. Ok. Beaucoup moins Je direct. lâche des bombes dès l'entrée. Mais avant, abonnez-vous quand même les amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Laissez-nous des avis un maximum, on compte sur vous. On oublie de le rappeler des fois en début de podcast, mais ce qui fait vivre ce podcast depuis 101 épisodes, 2 ans quand même. Ouais. On n'a pas raté beaucoup d'épisodes, à chaque fois un par semaine. C'est vos avis, c'est vos retours qu'on lit un maximum. Donc que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et la chaîne YouTube Sad Ben Show, on est toujours ravis de voir vos nouvelles interactions. Donc abonnez-vous, laissez une review, laissez un commentaire. C'est le moyen de nous faire continuer à fond. Yes, et aussi, c'est aussi le moyen de gagner des cadeaux. Donc on va, comme promis, on vous a promis de donner des cadeaux à chaque podcast. Donc si le podcast n'est pas live, on va tout simplement faire ces giveaways-là sur Instagram. Donc moi c'est @sadben, @adamsam. Tout simplement. Et on fera les cadeaux sur Instagram. Ouais, du coup, on parlait plus ou moins live, etc. C'est vrai que ça a certains avantages de ne pas forcément être tout le temps live. Ouais. Parce qu'être live, tu as quand même une certaine pression lorsque tu fais ton Sad Ben Show. L'organisation est un petit peu plus compliquée techniquement. Pour diffuser le live en direct, tu as aussi les petits problèmes du direct qui peuvent arriver. Tu as moins de flexibilité si tu vas ajouter des choses au montage, comme dans certains épisodes récemment, la villa, les images de la villa. Ouais. Tu ne peux pas le faire en live en fait. C'est ça, une pression un petit peu technique et voilà, pour avoir des invités, il faut aussi qu'ils s'adaptent à notre horaire à nous. Donc voilà, si vous voulez plus d'invités, vous voulez plus d'épisodes, vous voulez pas qu'on rate des semaines lors de nos voyages, etc. On va avoir beaucoup plus de podcasts non live et aussi une meilleure qualité son. Il y aura moins de bugs parce que voilà, c'est enregistré. Mais on va garder les choses aussi naturelles qu'avant. Il n'y aura pas de gros montage, il n'y aura pas de coupures. Ce sera vraiment pas de script. On garde le podcast dans sa nature. Ouais, il n'y a pas beaucoup de podcasts live, mine de rien. On s'est mis une bonne pression dès le début avec ce podcast pendant 2 ans, sachant qu'on démarrait le podcast. En même temps, tu démarres live. En même temps, tu dois gérer le podcast, le sujet du podcast, mais tu dois aussi donner ton attention aux personnes qui sont avec toi dans le live. Mais il ne faut pas non plus que ce soit complexe à écouter pour les gens qui ne sont pas live et qui nous écoutent quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard. S'il y a trop d'interactions avec le chat, ils se sentent décorrélés du sujet. Ils ont l'impression que c'est un live, c'est une rediffusion d'un live dans lequel je n'étais pas. Donc au final, j'y décroche. Ouais, je pense que c'est une meilleure expérience pour ceux qui ne nous écoutent pas live. Ce format-là, je pense que c'est beaucoup plus impactant. Et je voulais parler aussi d'un petit peu de Marrakech. Donc on est toujours à Marrakech. On est toujours dans le projet, le Palais Freedom. On avait annoncé le nom dans l'épisode précédent. Donc le Palais Freedom qui est un projet immobilier qui a pour but de la rentabilité grâce à la location courte durée et aussi grâce à l'organisation d'événements. Donc on va organiser nos masterminds, on va organiser des fêtes, des mariages, tout ce qui se fait dans ce genre d'environnement. Et on passe vraiment nos journées récemment à aller faire des allers-retours entre chantiers, entre les différents collaborateurs, le plombier, l'électricien. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on est super chanceux de travailler sur Internet. En fait. Ouais, carrément. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est notre premier vrai projet immobilier. Pourquoi vrai ? Tout simplement parce qu'on a aussi un autre projet parallèle à Bali, qui est aussi une construction d'une villa courte durée de 6 chambres. On vous met des images. On vous met des images en même temps qu'on parle. C'est les joies de ne pas être live, justement. Donc une villa qui se situe à Bali de 6 chambres. On veut faire aussi de la courte durée du Airbnb, mais on est passé par quelqu'un qui nous fournit le projet clé en main. Ouais, c'est clé en main, on n'y a pas été. On a filmé carrément une série sur YouTube. Vous pouvez aller voir La Freedom Villa, dans laquelle on se challenge de construire une villa à Bali sans y mettre les pieds. Même pour le terrain, rien. C'est ça. Donc ça, c'est un vrai challenge. À Bali, on n'y va pas, on ne voit pas ce qui se passe dessus. Il y a un peu moins de stress. Par contre, là, on est obligé de venir. Ouais, là, en fait, Bali, tu es dans le spectrum, tu es tout à droite.
et ce qu'on est en train de faire du coup à Marrakech. T'es complètement de l'autre côté opposé. T'es pas complètement à l'opposé parce qu'on vient C'est vrai. tous les 6 mois. Théoriquement, tu devrais être à l'opposé. C'est ça. Parce que c'est un projet quand même d'envergure, comme vous allez le voir à l'écran. C'est un projet sur 1 hectare. Ouais, c'est très grand. Et je voulais en venir à. On est chanceux. on est chanceux de travailler sur Internet parce que, mine de rien, les projets physiques, et ça peut être et pas forcément que le business, que l'immobilier en fait, mais c'est tout business physique qui nécessite un restaurant, la vraie vie, un snack, un restaurant, peu importe, qui nécessite du contact humain aussi. Hein, il faut pas aussi se le cacher. C'est une grosse partie du business physique. C'est très drainant en fait. On peut perdre beaucoup d'énergie là-dessus, beaucoup de temps. Et là, je me dis, aujourd'hui, la journée est passée tellement vite, on n'a quasiment rien fait. On est parti au chantier une fois. Rouler, déjà il faut sortir ta voiture. Il faut rouler, il y a l'embouteillage, il y a X, Y, Z, il fallait rencontrer la première personne, puis une deuxième personne, il fallait accorder le temps nécessaire à chaque personne, ne pas être trop pressé pour ne pas être mal poli, pour ne pas vexer la personne X, Y. Et tout ça prend du temps et ça passe vite. Et je me dis, comparé à une journée qu'on passe à bosser sur notre business sur Internet, l'impact, j'ai l'impression, il est 1000 fois plus lorsqu'on bosse sur Internet. Ouais, je pense que c'est clairement de nature des games différents, très très différents. Et mine de rien, quand tu réfléchis, franchement, les business physiques, alors je sais qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, donc forcément on passe pour les genoux qui ont tout découvert avec Internet. Il y a quand même pas mal de désavantages. Ouais. Il faut un gros capital. Disons que on va pas prendre l'exemple d'une villa à courte durée, mais tu prends l'exemple d'un restaurant, d'un kebab, d'un snack, ce que tu veux. Il te faut du capital. Ouais, du gros capital. Là, on parle de. En fait, c'est ça aussi. C'est que tout ton premier business, on parle tout de suite en centaines de milliers d'euros. Les échelles sont tout de suite, même si c'est ton premier restaurant. Tu es obligé d'être dans les centaines de milliers d'euros. Ça peut être une petite boulangerie dans une petite ville, dans un petit village. 100 000, boum. Ça, c'est un gros billet dès le départ. Tout de suite, tu as une pression. Il y a un gros risque quand même, pas un petit. Hein. Il y a un gros risque de capital. Souvent, c'est du capital qui n'est pas propre, dans le sens où tu dois faire appel à un partenaire bancaire, à une banque. Donc, tu lèves de la dette. Grosse pression aussi, la dette. Et l'une des beautés, c'est que nous, on n'en a pas aussi, mais ça, c'est un autre sujet. On est 100% en fonds propres sur tous nos projets, ce qui est une liberté énorme d'esprit, de tout. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, tu lèves de la dette, tu as des fonds énormes, tu as tout de suite une pression financière sur ta tête, tu as une épée de Damoclès. Souvent, des gens aussi, ils mettent leur maison en caution. Tu vois, et tu vois souvent, à l'époque, tu voyais avec Gordon Ramsay, le business, Hell's Kitchen. Pour ceux qui connaissent Gordon, qui va essayer de sauver des restaurants, justement. C'est là que tu vois aussi la dureté du business physique. Tu as des gens, ils avaient mis leur maison, ils disaient, si le restaurant ne marche pas, je perds ma maison. Ouais. C'est énorme. Ouais, le billet d'entrée est très 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 grand, très haut. En plus, j'ai l'impression que le business physique est vraiment fait pour un certain type de personnes. Il faut vraiment aimer le contact humain. Ouais. Tu peux pas avoir un business physique sans. C'est impossible. Ce qui peut être un point négatif. Ouais, bien sûr, c'est un gros point négatif parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Parce que au minimum, tu vas devoir communiquer avec tes clients. Ouais. Même si tu es le seul dans le magasin, dans la boulangerie ou peu importe, dans ton kebab ou autre, tu dois communiquer avec les clients. Et les clients, c'est différentes personnalités, c'est différentes histoires, il faut lui faire plaisir à lui, il faut lui sourire à lui. Peu importe ton état à toi ou ta journée à quoi elle ressemble, tu es le représentant de ton business et tu dois tout simplement servir le client en physique, en réel. Donc c'est différent. C'est pas évident parce que tu as besoin de capital, tu as besoin d'avoir le contact humain, tu vas souvent avoir besoin d'une expertise aussi. Alors soit tu es boulanger toi, soit tu es restaurateur, soit il te faut un chef, soit il faut trouver une bonne team derrière aussi. Et tu mets aussi du temps en fait. Parce que ce business, non seulement tu démarres ton business, tu es à moins 300 000 par exemple, donc tu dois rattraper tout ça et tu vas le rattraper non pas avec une équipe, parce que l'équipe, il faudrait la rémunérer, ça te mettrait encore en dessous. Donc tu vas vendre ton temps. En plus de t'être endetté. Ce qui est hyper challengeant au final. Tu te recrées un job, mais dans ce job, tu as une ardoise négative de base qu'il faut que tu remontes continuellement. Donc il faut des capitaux, il faut du temps, il faut de l'humain, il faut de l'expertise potentielle.
Et il faut une bonne étude de marché, un product market fit comme Ouais, partout. et dans certains projets, il te faut non seulement le contact humain, mais aussi les bonnes relations en fait. Un, un- un bon contact, un bon fournisseur, ça c'est jour la nuit en fait. Dans un Ouais. business physique, tu tombes sur le mauvais collaborateur, tu tombes sur le mauvais fournisseur, ton business t'es ruiné, et surtout au début en fait. Ouais. Donc ça joue un rôle très 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 important. Et c'est pour ça qu'avant, en fait, les gros business étaient réservés à une élite, en fait. Hein. Peu de personnes pouvaient se lancer dans le business. Tout le monde suivait le parcours classique parce que, justement, l'autre chemin est très compliqué, très dur, et aussi le risque est très grand. Et, Ta rentabilité, franchement, bah après on parle d'un certain type de business physique. Là, on a beaucoup parlé de restaurants et tout. la rentabilité, tout simplement, est très C'est très quoi la basse. rentabilité d'un snack kebab Ouais, tacos? peu importe le business que tu as, peu importe le magasin que tu as, en fait, tu es limité à une situation géographique, à un emplacement en fait, spécifique. Donc, tu es limité, par exemple, aux passants qui passent devant ton café, devant ton resto, devant ta boulangerie. Tu es À moins que limité à ta ville, à ton village. Souvent à ta ville, oui, forcément. Ouais, donc tu as vraiment une limite géographique, alors qu'avec un business sur Internet, bah, il n'y a pas de limite en fait. Tu veux augmenter le trafic, tu augmentes. Bah, il te faut être sur les réseaux sociaux, il te faut être présent aussi si tu veux booster ton business physique via le online. Ouais, et même avec ça, à un moment donné, tu es limité. Encore une fois, physiquement, pour une boulangerie, peu importe ta présence Après, online. t'as plus de stock. Ouais, voilà, tu n'as plus de stock. Et aussi, la boulangerie a une capacité à accueillir un certain nombre de personnes à un certain moment. Or, une boutique en T'as ligne. des petites, on en parlait dans le podcast avant de Cédric Grolet à Paris. Ouais, mais Il y a même des lui, files d'attente sur le trottoir. voilà, même lui, il a une file d'attente, tu vois. Donc il est limité Il augmente physiquement le prix. par jour Ouais. qui peut servir. Alors qu'une boutique en ligne, on a déjà eu des boutiques avec des dizaines de milliers de visiteurs par minute. Ouais, surtout, en fait, c'est surtout le cas quand c'est ton premier business ou ton second business. Tu as tellement de risques, tellement de. Chaque faux pas peut te coûter la vie dans le business. Au final, commencer par un business physique, pour moi, en tant que tout premier business, soit c'est vraiment un business où vous avez des contacts et vous reprenez ou quelque chose et encore. Mais moi, je dirais que c'est un avantage en fait. De Commencer par un business physique, c'est un avantage où tu te casses la gueule. Ouais. Et lorsque tu commences le business en ligne, tu te dis tiens, c'est l'autoroute. Tout est facile. Et on a déjà eu des élèves qui sont dans ce cas-là, qui étaient dans ce cas-là, qui avaient des business physiques. Et dès qu'ils ont découvert le monde sur Internet, ils m'ont dit putain, c'est tout droit en fait. Comment vous avez le droit de vous plaindre en fait? Vous n'avez pas le droit. Qu'on a eu Jacques qui a fait le tour du monde dans des salons internationaux pour rencontrer les fournisseurs, pour pouvoir négocier les prix sur place parce que tu ne veux pas trouver les prix sur Internet. Aujourd'hui, lorsqu'il a trouvé le business sur Internet, même si on n'en a jamais fait avant, même s'il était désavantagé, on va dire, techniquement par Internet, tous les autres avantages, en fait, l'ont convaincu et il s'est lancé à 100% dans sa boutique et aujourd'hui, il a largement dépassé les 100 000 euros. Justement, on lui fait un petit coucou dans un podcast. Parce que voilà, si tu n'as pas cette expérience-là et tu commences par le business en ligne où voilà, tu es chouchouté, on te dit voilà, c'est facile, tu es accompagné, etc. Au premier petit bobo, ça fait mal, tu vois, c'est un peu comme un petit enfant gâté, tu vois, qui est habitué à ce qu'on l'aide. Non seulement c'est plus facile que le business physique, mais en plus, lorsque tu es accompagné, coaché, etc., lorsque tu tombes, même si c'est un petit bobo, tu cries, tu pleures, quoi. C'est comme un petit enfant gâté. Ouais. Et j'avais vu une vidéo justement de. Meilleure chose qu'on puisse faire aussi, c'est de laisser l'enfant se relever tout seul et pas forcément de le relever. Mais non, c'est une bonne analogie ce que tu disais. Mais alors du coup, est-ce que tu vas jamais faire de business physique? Il y a d'autres types de business physique aussi, hein, des business type, on en parlait un petit peu récemment, une laverie automatique, tu vois, d'habits. Ouais, Business simple, pas de relation client, tu investis dans de la machinerie, un emplacement, business passif, tu y vas une fois par semaine pour récolter ton argent. Tu ouvres la caisse pour prendre les billets tu mets de la lessive et tu repars. Et les pièces. Est-ce que c'est pas un business physique intéressant? Oui, certainement. Il y a certains business, je dirais pas des business, mais plus des investissements, tu vois, des investissements physiques, passifs, donc ça existe et on suit beaucoup de gens dans ce secteur-là parce qu'on cherche à diversifier
dans nos investissements, ils appellent ça les boring investments. Et en gros, les business physiques les plus ennuyeux possibles, en fait, pour qu'il y ait justement le moins de friction. Donc, comme tu as dit, une laverie automatique, c'est bien parce que t'as pas de staff, t'as pas d'équipe, t'as rien à gérer. Les gens viennent, c'est du self-service, ils se servent tout seuls, ils mettent leurs pièces. Donc, tu as juste à gérer, avoir un technicien qui gère les machines. Et voilà. Par contre, je pense que c'est assez coûteux. Je pense en termes d'équipement, tout ça. Un local, c'est ça. Il faut un très bon emplacement. Il faut des bonnes machines qui tiennent la route, etc. Donc il y a un gros coût de départ, mais c'est un investissement qui reste très correct. Tu ne vends pas ton temps. Pendant que tu as cet investissement, tu peux faire autre chose. Bien sûr. Tu peux limite avoir un job à côté, tu peux limite avoir un autre projet à côté. Donc c'est pas mal. Comme tu l'as dit, il y a différents types de business aussi. Ouais, on regarde beaucoup aussi tout ce qui est, c'est quoi en français, storage. Stockage. Stockage. Ouais. C'est un peu moins populaire en France, mais aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les self-storage. Et en gros, ça donnerait quoi? Ça donnerait des gros entrepôts avec des petits garages. Imaginez des chaînes de garages, sauf qu'aux États-Unis, ils ne garent pas leurs voitures, mais ils stockent des choses. C'est ça. Ils ont tellement de choses aux États-Unis, ils consomment tellement, ils n'ont plus de place chez eux, donc ils louent du storage. Et tu as le mec qui va aller mettre son équipement de pêche, qui va aller mettre je ne sais quoi, il va tout mettre là-bas. C'est ça, vous louez chaque garage individuellement à quelqu'un, un individu tout simplement. Ouais. Et sur un mois, et la personne peut venir, elle a son cadenas, il ouvre son garage. C'est des petites structures métalliques, il n'y a pas de fondation à construire. Je pense que ça existe à Paris. Je ne suis pas très renseigné, j'ai jamais vécu à Paris dans les grandes villes. Ça aurait du sens. Hein, à Paris, c'est souvent les places de parking et les places de garage. Pour se garer. Ça aurait du sens à Paris. C'est des petits apparts, t'as pas beaucoup d'emplace pour placer, je sais pas, ton équipement de golf, de pêche, de golf, de SAD, de musique, bien sûr, de cuisine. Ouais. Mais je sais que de nature, c'est sûr qu'aux États-Unis, ça marche très bien, ils consomment tellement. Ouais, et parce que là, c'est pareil. T'as pas besoin de staff pour gérer ça. Chacun est responsable de son petit garage. Au pire, t'as un gardien de sécurité qui protège le parc en général. Je pense que sinon c'est quand même. Ouais. Le mec qui vient, il casse tout le cadenas et tu il sert quoi. Non, je pense qu'il y a. Aux États-Unis. Ouais. Je pense. Oh. Ah, c'est la vérité. Genre en France, c'est du Dubaï en France. Non, je sais pas encore au niveau quand même des États-Unis. Ils sont chauds aux États-Unis. Bientôt. Armes à feu, etc. Ils sont en route pour. Ça arrive. Ça arrive, ouais, mais je pense qu'il y a quand même des choses genre armes à feu que t'entendras peut-être jamais en France. Après, jamais dire jamais. Mais il y a quand même un niveau impressionnant. Mais oui. Et puis, tiens, ça, c'est un désavantage pour les business physiques. Te faire soulever ton business parce qu'il y a eu une manifestation à Paris et que tu as des gens qui se sont dit tiens, on va exploser le restaurant de quelqu'un, on ne sait pas pourquoi. Mais on va exploser son restaurant parce qu'on est énervé. On en avait vu une manif, tu te souviens, à Paris? Ouais. C'est le moment anecdote du podcast, les amis. On essaie d'en glisser de temps en temps un petit peu pour enjoliver le podcast. C'est la mode en ce moment apparemment de raconter des histoires. Des histoires vraies. Non, des histoires vraies. De raconter des histoires. Ok, raconte des histoires, Adam. Des vraies histoires. Père Adam. Tu nous as promis des choses là. 2017, Paris, ça des mois. Première rencontre depuis qu'on a recréé notre business ensemble et nos boutiques. 1 an sans se voir. On bossait chacun depuis notre appartement à distance, sur Skype. Tous les jours on s'appelait. Il y avait une to-do list et notre boutique faisait son chemin. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, 3 millions déjà. À distance, 2017. Et on décide de se faire plaisir. On se dit, allez, au bout d'un an quand même, on va peut-être sortir de chez nous, voir un petit peu la lumière, si le monde réel est toujours là. Ouais, après 3 millions de CA quand même, beaucoup de gens n'auraient pas eu la patience ou la persistance de tenir jusqu'à là. Donc c'était courant décembre, il me semble, et on se décide, allez, viens, on va à Paris tous les deux. Ouais, il fait beau, c'est décembre, fin d'année, Noël, tout ça, c'est beau. Ouais. Et justement, c'était très beau à Paris. Hein. C'était absolument génial, on s'est fait plaisir avec des bons petits Airbnb dans divers quartiers à Paris, dont Barbès. Tu as découvert Barbès aussi à ce moment-là. Merci, grâce à toi. Hein. En fait, ça me dit, viens, on visite un peu Paris. Du coup, on a visité un petit peu tout Paris, dont Barbès. Ouais, c'était ma première fois à Paris. Barbès. On n'a pas commencé par Barbès. On n'a pas commencé par Barbès, donc on a commencé par le... On était dans le 17e, derrière le Triomphe et tout. Exactement. Là, t'étais... Ouais, j'étais très bien, c'était vraiment super. Les gens n'étaient pas habitués à voir des profils comme nous dans ce genre de quartier. Ça arrive tous les deux. Ça m'a toujours marqué.
voilà, des grands barbus. Voilà, T'avais les petites dames qui allaient au fleuriste avec qui serraient leur sac dès que tu passais à côté d'eux. C'était vraiment drôle. On avait, je me rappelle à un moment donné, un voisin qui était. Donc on attendait un Uber Ouais. dans la cour de l'immeuble. Tu te rappelles de ça ou pas? Si, oui, Ouais, oui. donc on attend un taxi, un Uber. Et il y a un voisin qui vient, il nous voit dans la cour de l'immeuble, et il nous fait sortir de l'immeuble. Il nous dit venez, il nous fait sortir. Il pensait qu'on était juste là, On était perdus en on fait. est perdus. Ouais, mais les il a dit squatteurs- gentiment, mais il nous a dit c'est par là. Les squatteurs. Et nous, on l'a su. Hein. Je pensais, c'est la première fois qu'on est dans un endroit aussi, tu vois, sophistiqué. Et oui, monsieur, oui, je vais sortir de l'immeuble. Même si j'habite là, mais non, vous avez raison, je sors. Et je me rappelle, on était sortis, on se regardait. Et bon, on avait les clés, mais il a fermé la porte de l'immeuble. Bon, on avait les clés, on a réouvert les. Il a pas compris. Non, on est rentré et en fait, il a compris qu'on avait là et il est parti. Quoi. Oh là là. Du coup, on a visité un petit peu partout Paris et tout. Et ça nous amène à un soir. C'est l'instant flash, hein, les amis, mais on le fait de temps en temps. On va déjeuner sur les Champs-Élysées. On va manger dans un restaurant sur les Champs-Élysées dont j'ai oublié le nom. Fouquet. Au Fouquet, donc restaurant qui est quand même. Présidentiel, un restaurant. Ouais, c'est un restaurant où. Il comptait pas beaucoup de présidents. Ouais, donc on arrive au Fouquet là-bas, réservation, c'est le restaurant de notre vie. On n'a jamais mangé dans un restaurant aussi huppé. Bien sûr, on est. Et je me rappelle, l'impression qu'on peut être à ta place. alors j'ai pas passé par un Saudrich, mais c'était la première fois que je dégustais du caviar. Ouais. C'est la première fois de ma Ah bah vie. j'imagine, ouais. Il fallait absolument que je teste. Voilà, c'était sur le menu, c'était super cher. Déjà, je m'en souviens, on arrive et la réceptionniste nous regarde un petit peu, ouais. Qu'est-ce que vous avez trempé C'est quoi? T'es le valet? T'es le Uber? Qu'est-ce que tu veux? Et au début, on prend juste un café. Je crois, je m'en souviens, je crois que le café c'était genre 11 euros. 11 euros le café. Machallah. Et là, on discute, on se dit, est-ce qu'on va vraiment manger ici ou pas? Donc, on se dit, vas-y, on va manger quand même. On est là, on est parti. Ça fait 1 an, on n'est pas sorti, on y va. Donc, on mange, ça se passe super bien. On teste des trucs, comme tu l'as dit, machin, etc. Du caviar. Et ce qui se passe, c'est que ce jour-là, Il y a une manif. il y a une manifestation assez énervée sur d'anciens scandales dont on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'était avec la Libye, l'ambassade de Libye et des personnes en Afrique noire. T'as de dire. Donc, Ouais. reste- Vous pourrez chercher, mais en gros, il y avait des trucs pas Ouais. cool Mais gros, voilà, il y avait noirs. beaucoup d'Arabes. Non, la Noirs. manifestation, c'était parce qu'il y avait des problèmes avec des gens d'Afrique centrale. La manifestation était que avec des gens d'Afrique centrale, que des Noirs et Et des Arabes aussi, il y avait des un Arabes. petit peu des et, Arabes ouais, aussi. il y avait beaucoup voilà, c'était un petit peu Mais c'était une manifestation qui a bien dégénéré quand même, parce qu'il y avait les CRS. C'est ça. Et Et surtout, ils avaient choisi le resto. C'est du ça en Fouquet fait. La manifestation, elle comme- monte. Bah, ils avaient choisi spécifiquement le lieu là-bas pour venir, parce que c'est un symbole, c'est un café, un resto. C'est à côté de Louis Vuitton, juste Voilà, en face. exactement, c'est un symbole. Ce qui s'était passé, c'est que la manifestation a commencé en bas des champs, elle est remontée, et le restaurant s'est vidé. On s'en est pas rendu compte, mais petit à petit, toutes les tables, des gens en costume, là, un petit peu aristocrates, tu vois, un petit peu plus âgés, ils sont tous levés, ils sont tous partis. Oula, on s'en va, appelle-moi le voiturier. Ils sont tous partis, et je vous jure, à la fin, il restait la serveuse, Sad et moi. Nous, on était là avec notre Je dîner. pense que la serveuse, elle était partie aussi. Je crois qu'elle reculait un petit peu, elle était derrière. Nous, on était là avec notre dîner, on va pas partir. T'as ton premier caviar de ta vie qui est devant toi, je pars pas, moi. Du coup, nous, on s'est dit, on reste, et on avait une table qui était collée à la vitre. Et du coup, le manif, elle monte, et ils regardent dans le restaurant, et ils nous voient, nous deux, en train de manger du caviar, et eux, ils sont dehors, en train de manifester, et ils se sont mis à charger la vitre, du coup. Ils nous tapaient sur la vitre, sors. Moi, je lui dis, attends, calme-toi. Ils nous disaient tout sort. Non, mais je pense que c'était pas très agressif, on va dire. Hein. Je pense qu'ils étaient surpris aussi de voir deux profils comme nous dans un resto là aussi. Donc, non, franchement, ils étaient assez passifs, même si le reste de la manifestation n'était pas très passif. Mais globalement, voilà, c'était vraiment spécial. C'était spécial comme première aventure à Paris. Et voilà, et surtout là, je pense que ce qui a retourné cette histoire-là, c'est que on a attendu de faire 3 millions de CA avant de aller se faire plaisir, de vrai plaisir. Voilà, alors, on a acheté je rappelle ma première montre un petit peu luxurieuse. On était parti aussi à la Galerie de Lafayette. Voilà, mes premières aussi baskets un petit peu luxurieuses aussi. Combien les baskets, ça? Je crois que c'était des Gucci 300 €, du genre. 300-400 euros. Mais voilà, 300 € les baskets.
La montre, c'était 1200 euros, 1500 euros. Et c'était à peu près tout. Hein. Il y a quelques Airbnb sympas autour de Paris. C'est arrêté là, quoi. On s'est quand même retenu assez, malgré voilà, un an de travail acharné où on a mangé du riz à midi et soir, travaillé minimum 12 heures par jour, du matin jusqu'au soir, dans lequel, voilà, moi j'ai beaucoup d'amis qui m'ont, je vais dire, abandonné, mais à qui je fréquentais moins parce que forcément, chaque fois qu'ils m'appelaient pour sortir, j'étais pas là, je répondais pas au téléphone. À un moment donné, le téléphone arrête de sonner, quoi. Les gens en ont marre que tu décroches pas. Donc c'était un an de sacrifice, vraiment, sans vacances, sans rien du tout. Parce que j'avais faim, j'étais curieux, je voulais apprendre. Et ça marchait. Et encore une fois, hein, pour moi, le premier but était tout le temps de ne pas travailler pour quelqu'un et d'être libre temporellement. Mais si je travaillais beaucoup plus sur mon business, mais je ne travaillais pas pour quelqu'un d'autre, et je fixais mes horaires, même si c'était 12 heures par jour, c'était moi qui me les fixais ces 12 heures par jour. Donc je les voyais même pas passer en fait. Hein, franchement, quand je repense en fait, c'était pas dur en fait. Hein. C'était pas dur parce que je pense qu'on kiffait ce qu'on faisait en fait. Il y a ça aussi, ouais. Je pense qu'on kiffait ce qu'on faisait. D'où est-ce que tu viens au moment où tu commences cette nouvelle aventure? Toi, tu sortais de mois et de mois dans le salariat où c'était horrible. À côté de ça, être chez toi pour travailler sur ta boutique, à l'heure que tu veux, en mangeant ce que tu veux, avec ta petite musique, c'est bien. Ouais, c'est génial. Ouais, franchement, c'est ça. Je pense qu'il faut apprendre à aimer ce qu'on fait et ce qui doit être fait. Et je pense qu'on l'a fait. Et c'est pour ça qu'on passait beaucoup de temps sur nos business, 12 heures par jour, à se former, à appliquer, à faire du SAV, à faire tous les trucs un petit peu voilà, que les gens veulent pas faire. Ou c'est dur parce que la discipline, c'est bien, la motivation, c'est bien. Mais lorsque tu aimes ce que tu fais, c'est encore mieux. Waouh! C'est encore mieux que la discipline, non? Oui, non, tu m'as happé. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça, en fait. Lorsqu'on voit, on en parlait, là, je crois, dans un des podcasts, c'est que beaucoup de gens, que ce soit dans le sport ou dans la fitness, beaucoup de gens te parlent de, voilà, je suis à 6h du mat, je suis dans la gym, j'ai fait X, Y, Z, mais je suis sûr, ils kiffent se réveiller à 6h du mat. Ils kiffent aller à la gym. Ah, on en avait parlé. Ouais, ils kiffent soulever des poids de 200 kilos. Ils te disent, ouais, c'est de la motivation, il faut que tu le fasses, c'est dur, la discipline. Non. Mais pour eux, c'est acquis. Tu n'es pas discipliné, tu aimes ce que tu fais. Parce que cette même personne-là, tu la prends, tu la mets dans un autre domaine, tu lui dis, écoute, applique cette discipline-là. C'est comme ça, il faut faire. Ouais. Dans un autre domaine, je suis sûr qu'il ne pourra pas le faire. Il ne va pas aimer. Parce qu'il n'aime pas. Et j'en ai déjà rencontré des gens comme ça. J'avais un ancien ami qui est très sportif, qui avait un corps de malade et tout, très discipliné, que ce soit la diète, le sport, tout ça. Et justement, ça avait cette incompréhension. Je lui disais, écoute, lui aussi, c'est lancé dans le e-commerce. Il me disait, c'est dur. Et il écoute. Je lui disais, écoute, tu as déjà discipline. Tu sais déjà c'est quoi être, qu'est-ce qui est dur et remonter le truc et remonter les obstacles. Mais non, en fait, je me trompais complètement. En fait. Il kiffait prendre des photos dans le miroir, se sentir gonflé, tu vois. Donc pour lui, c'était un kiff de faire ça. Et donc voilà, il faut apprendre à aimer ce qu'on fait pour que ça devienne facile. On passe beaucoup de temps. Nature, ouais. C'est exactement ça. Et ça boucle notre boucle. Pourquoi on a parlé du Phuket et de cette manifestation? Parce qu'ils ont du coup dégradé le restaurant. Et un business physique, ça peut se faire dégrader. Ça peut se faire casser, ça peut se faire. Ça va, je pense que le Phuket, ils vont s'en sortir. Après, ça va. Il y a des assurances, il y a. Oui, mais tu as quand même des gens. Ça fait... Ton business, tu dois le fermer, tu dois te battre avec les assurances. Les assurances ne sont pas toujours très coopératives. Non, mais c'est sûr, il y a beaucoup plus de risques. Mais alors pourquoi on ferait des business physiques? Quel serait l'avantage de faire un business physique? Parce que là, on a tiré dessus non-stop pendant 30 minutes. Quels sont les avantages des business physiques? C'est que tu peux te casser la tête dans un business physique et lancer un business en ligne et aller tout droit dans un business en ligne. On va vivre dans le métaverse, en fait. S'il n'y a plus de business physique, tu vis où? Tu manges où? Tu fais tes courses où? Non, mais je pense que c'est sûr, il y a des personnes passionnées. Et comme on disait, je pense au début, il y a des personnes qui sont faites pour ça. Je pense que malheureusement, contrairement au business en ligne, tout le monde ne veut pas se lancer dans un business physique. Tout le monde ne veut pas devenir restaurateur. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que tout le monde peut avoir une boutique e-commerce. Et on a la preuve dans notre programme. On a Jacques, 73 ans.
On a des plus jeunes de 16 ans, 17 ans, Oui, normal. des femmes, des mamans, des papas, des salariés, des entrepreneurs. Je pense qu'on a vu littéralement tous les profils se lancer sur un business en ligne. Mais ça, c'est impossible de l'avoir dans un business physique. C'est impossible. Peu importe le type de business physique que tu peux avoir. Il y a un certain profil pour avoir un business physique. Et pour moi, la première des choses, c'est le contact humain. Il faut que tu kiffes servir les gens, il faut que tu kiffes parler avec les gens. Et on connaît beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui prennent plus d'énergie en parlant avec les gens. Moi, c'est le contraire. Plus je parle et plus ma batterie baisse. C'est vrai. Donc, et c'est pour ça que j'ai kiffé Internet et je peux passer des heures à développer un business en ligne. Ouais, t'es tranquille, t'es chez toi. Mais ouais, je réfléchissais du coup à qu'est-ce qui pourrait nous pousser aussi à faire plus de business physique, tu vois. Après, tu peux aussi prendre un business en ligne et le rendre physique. C'est-à-dire que tu... Ouais, dans la plupart du temps, c'est le contraire. C'est quitte le physique pour aller en ligne. C'est l'ancien monde qui va dans le nouveau monde en général. Mais vu que, par exemple, si tu as une marque qui est déjà établie, tu peux faciliter son entrée dans le business physique parce que tu as déjà une étude de marché, ce qu'on appelle un product market fit. Tu sais que les gens veulent ton produit. Donc, tu n'as pas aussi cette gros point d'interrogation. Tu as des gens, tu crées un business physique qui est, même en ligne un petit peu, mais ça se fait moins, qui est basé sur un business plan qui est sorti de ton imagination. En général, même s'il y a des études de marché, mais tu as quand même cette idée de ça passe ou ça passe pas. Et souvent, les gens me disent, ah bah, typiquement dans l'émission de Gordon Ramsay, tu vois, tu as des gens, ils avaient des restaurants et en gros, bah, il n'y avait pas de clients. Et ils se regardaient, ils disaient, bah, il n'y a pas de clients. Et c'est fou. Et tu sais, Gordon, il leur disait, c'est quoi le problème du restaurant? Il n'y a pas de clients. Et non, mais ça, c'est une conséquence des problèmes du restaurant. Quels sont les problèmes? Le problème, c'est que les gens, ils ne viennent pas. Tu vois, ils étaient complètement butés, bornés, et ils n'avaient pas aussi souvent de self-awareness. En gros, ils n'arrivaient pas à voir sur eux-mêmes, ok, non, bah, en fait, je suis un mauvais... Et très souvent, c'était les mêmes choses. Mauvais manager, des problèmes d'humain à humain, en fait, la team qui n'était pas soudée, qui se battait. Et c'est vrai que, bon, business physique, quand tu le crées et qu'il est assez massif, soit tu es tout seul, mais tu vas y mettre tellement d'heures de ta vie, soit tu as une équipe, et là, il faut manager l'équipe. Et je rappelle aussi, il y a un truc aussi que je vois beaucoup, surtout au Maroc, des boutiques en ligne qui ont des petits... Pop-up store. C'est ça. Et en fait, ces petits business physiques, ces petits magasins par exemple, est juste une vitrine en fait. C'est dans un coin perdu, c'est un petit truc pas cher, mais ça donne beaucoup d'autorité à la boutique en ligne en fait. Ouais. Donc limite le magasin est juste une preuve sociale, juste des photos, des vidéos. Zéro vente, mais... Tu fais zéro en vente en physique. C'est une superbe tactique. Mais la preuve sociale, l'autorité en ligne est énorme parce que ça te permet de différencier énormément des concurrents et d'avoir tout de suite une confiance des acheteurs sur Internet. Ce que tu pourrais faire, c'est que tu vas dans des... J'improvise une idée. Tu vas dans des... c'est l'idée du podcast. Hein. Tu vas dans des... disons que tu vends des jouets pour chats, pour l'exemple. Oui. Tu vas dans des petites animaleries, machin, de ta ville, et tu négocies une journée, X heures, où tu peux mettre tes produits. Oh, c'est frauduleux ça. De quoi? Et ensuite, tu fais une photo et tu dis que tu as été ici. Tu as été en partenariat dans ce magasin pendant une semaine ou autre, tu vois. Tu mets un premier pas dedans. Parce que oui, la stratégie, c'est magnifique. Le but, c'est si tu as ta petite vitrine à toi, c'est génial. Ouais. Mais il faut quand même, du coup, un plus petit ticket. Bien sûr, ouais, pour ceux qui ont, par exemple, déjà un local, qui ont, je sais pas... Ou si tu as quand même une marque qui a des revenus. C'est ça. Ouais, ça peut être une boutique nichée, hein. Ça peut être pas forcément une marque, une boutique, par exemple, comme tu as dit, par exemple, de jouets pour chats. Un petit magasin ou ton garage. Tu le refais, s'il est bien fait et tout ça, ça fait largement le tard, en fait. Juste les gens se disent, dans ton jardin, hop, ça petite vitrine, boum. C'est ça. Ça, l'avantage quand même des business physiques par rapport à Internet aussi, c'est cet aspect confiance. Les gens, malgré la diffusion d'Internet aujourd'hui, et vu qu'il y a de tout qui est diffusé, tu as aussi un indice de confiance qui est beaucoup plus dur à cultiver et à garder sur Internet qu'un business qui a pignon sur rue. On est là, tout de suite, tu as une légitimité. Même prix, même valeur perçue sur un site Internet, même qualité, même pays de fabrication, tu vas acheter chez ceux qui ont des magasins physiques. Ouais, c'est sûr que ça aide dans la confiance, c'est sûr. Mais justement, c'est un des arguments pourquoi on construit aussi des villas
dans le monde entier, c'est que l'insolence qu'on brinde Freedom, autour enfin de libre, enfin libre, hein. Donc le palais Freedom, donc Freedom c'est liberté en gros, et la Freedom Villa à Bali c'est la villa de la liberté, donc seront toujours, ils sont créés autour d'enfants libres, donc justement aussi pour appuyer sur ce point. Voilà, on est physique, on est là, on organise des événements physiques. On se donne, on rencontre nos clients, on rencontre les gens, on rencontre tout le monde. On a plein de photos peut-être qu'on pourra afficher à l'écran avec nos membres, nos élèves. On n'est pas juste des coachs qui sont apparus sur Dubaï, qui ont loué une Lamborghini et qui disent tout et n'importe quoi. Non, on est là, on rencontre nos élèves, on rencontre nos coachs, on a un programme à travers le monde, on a des rencontres au Canada, etc. Donc justement pour encore une fois, nous séparer de la concurrence. Et aussi parce que, comme a dit Adam, ça joue beaucoup sur la confiance et aussi sur l'autorité. Et donc l'autorité, c'est du paire de coups. C'est exactement, tu as bien défini la chose. Et aussi, c'est des business, parce que c'est aussi des villas, mais des business qu'on crée, encore une fois, de fonds propres. Donc, ce qui donne plus d'autorité, qui prouve que on a généré tant de fonds propres. Parce que une des objections qui revient dans les business en ligne, dans l'e-commerce, c'est oui, tu as fait X CA, mais tu ne fais pas de bénéfice, mais il est où ton bénéfice, mais ci, mais ça. Je t'inviterai au Palais Freedom et tu verras mon bénéfice, tu pourras le toucher. Ouais. Exactement. Et je vous recommande aussi de faire ça, en fait. Comme, on parle de notre stratégie un petit peu d'investissement. Lorsque vous avez un succès avec vos business en ligne, vous voulez commencer à investir, ce qu'on vous recommande, essayez d'investir dans des choses qui ne sont pas trop éloignées de votre monde à vous, en fait. Donc nous, c'est un petit peu le monde du coaching, de la formation. Donc on a commencé avec l'e-commerce. Le monde du coaching, ça s'accroche un petit peu à l'e-commerce, même c'est littéralement dedans. L'immobilier avec les villas, mastermind, c'est aussi relié au programme, tout ça. Donc on essaie vraiment de garder dans un monde dans lequel on a une certaine maîtrise, une certaine compétence, dans lequel on peut rajouter notre petite touche, et c'est ce qui fait la différence en fait dans l'investissement en général. C'est ce qui permet d'avoir des rendements plus intéressants que la norme, que des investissements un petit peu classiques que tout le monde fait, qui sont corrects aussi, qui sont très sûrs, mais une rentabilité aussi très moyenne. Nous, on cherche des choses un peu plus exceptionnelles, et pour ça, il faut rajouter sa petite touche, et quoi de mieux que des domaines dans lesquels vous avez déjà une expertise. Donc, et ça peut s'appliquer à toutes les expertises, tous les domaines, toutes les passions. Ça se trouve, vous avez une passion spécifique, vous avez des loisirs spécifiques dans lesquels qui pourront vous amener vers des investissements beaucoup plus rentables que la moyenne. Ouais, exactement. Une fois que vous aurez les connaissances et le capital, c'est le bon moment pour se lancer dans cet investissement. Je pense que ça a fait le tour de ce podcast. Yes, merci les amis de nous avoir suivis. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser un petit pouce bleu, un commentaire, des questions dans les commentaires. On va essayer de répondre à ces questions-là dans les prochains épisodes. Peut-être qu'on pourra prendre des questions dans les commentaires directement. Et un avis sur les différentes plateformes de podcast, parce que rappelez-vous, on aura des cadeaux et des giveaways qu'on va offrir sur Instagram. Donc ça, Ben, Adam Sam sur Instagram. Merci encore une fois et on se dit à la prochaine, au prochain podcast, même heure, même endroit. Ciao, ciao. Ciao.